L'objet de la conférence et du livre, qui est devenu une méthode, est de relier le coaching à la psychanalyse, d'apporter une grille psychanalytique au coaching, ce qui a priori ne se fait pas trop, mais on va tenter l'exercice. La question est pour l'individu qui se sent mal, qui est dans la houle, qui se sent dépassé, en dépression, dans la soumission, qui se sent harcelé ou autre, de pouvoir retrouver un équilibre interne et de pouvoir repartir sur le bon base. J'ai mis au tableau une trame des différents points principaux qu'on va aborder ce soir, puisqu'il s'agit de passer de la projection sur l'autre, à travers les processus inconscients qui peuvent nous diriger dans des problématiques neurotiques, à la projection dans le temps, pour devenir davantage soi-même, être plus conscient de ce que l'on fait. Ce qui entame cette projection dans le temps et qui nous amène à nous projeter sur l'autre, c'est le traumatisme. On a tous vécu des traumatismes plus ou moins conscients, plus ou moins minimes, mais ces traumatismes arrivent parce qu'il y a un défaut de représentation, quelque chose qu'on n'arrive pas à supporter, à encaisser, qui nous déborde et qui crée du trauma. Augmenter les représentations permet de sortir du traumatisme, de quitter la projection sur l'autre pour aller vers la projection dans le temps, de pouvoir se projeter à nouveau dans l'avenir, par conséquent dans la relation. Autrement dit, passer de ce qui est de l'ordre du passé à ce qui est de l'ordre du futur, c'est-à-dire dans le changement. Cette question du choix professionnel est quelque chose qui a été abordé depuis longtemps par Confucius, il y a bien longtemps, qui avait cette phrase « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie », repris par Descartes quelques temps plus tard, par « La chose la plus importante à la vie est le choix du métier, le hasard en dispose ». Je ne ferai pas l'explication de texte ici, c'est dans le livre. J'invite à lire. Il s'agit de pouvoir donc se projeter et de donner un sens à ce que l'on fait. Le travail proposé est un travail de relecture de sa vie, pas seulement de sa vie professionnelle, mais aussi personnelle, dans une démarche pragmatique et, on l'aura compris, de projection. Prenons d'emblée le cas de Michel. Michel est directeur dans un cabinet de stratégie en plein essor. C'est un très bon technicien dans son domaine, technicien de haut niveau, mais il se sent mal à l'aise en réunion, inhibé, il n'ose pas trop intervenir. Il est mal à l'aise parce qu'il sent de l'hypocrisie dans les gens qui l'entourent, alors qu'il a travaillé pendant des années en Asie, où il était très à l'aise, il sentait une connivence, une complicité entre les différents directeurs, ça se passait très bien. Là, on lui donne des dossiers, lui n'en donne pas, ça lui est reproché, et il ne sait pas comment sortir de cette impasse. Il a l'impression que le monde qui l'entoure est assez superficiel. En travaillant avec lui, il accède à l'idée qu'il n'accepte pas la réalité à partir du moment où elle est déplaisante. Il se sent bon dans ce qu'il est, et sent les gens qui l'entourent, comme certains de ses clients, mauvais. La question est de quitter de fausses croyances sur ce monde qui serait soi-disant mauvais, pour entrer dans une démarche commerciale, ce qu'il redoute, en mettant en pratique son idée de l'homme bon, ce qu'il met en place et ce qui fonctionne très bien. Sur le plan que je vous ai donné, vous avez deux triangles qui forment les pieds, qui forment la base. Le triangle de la famille et le triangle du sens de la vie. Le triangle de la famille, c'est la base. C'est ce par quoi on commence tous en naissant, qui se compose de 3 points. La tendresse, l'autonomie et la séparation, et le climat de confiance. La tendresse inscrit l'individu dans ses premiers liens, dans ses besoins affectifs, dans son rapport au corps, qui forme son enveloppe physique et son enveloppe psychique. Le corps est par ailleurs témoin des blessures, des cicatrices, des complexes, de l'histoire du sujet. Le corps a donc toute son importance, puisque dans la vie professionnelle, c'est lui qu'on met avant tout en lien avec les autres, dans la relation.
et qui permet d'établir une distance satisfaisante pour soi dans l'entrée en communication. L'enveloppe psychique est donc fondamentale. Cette enveloppe psychique, une fois bien établie, va permettre l'autonomie et la séparation. La séparation est ce qui permet la réflexion, c'est-à-dire la distance entre deux individus distincts qui vont pouvoir communiquer. Si on est dans la fusion, si on est dans la méfiance, on n'entre pas en communication, parce que la distance et la force se fait mal. L'opposé de la séparation est l'emprise, qui conduit à la rupture et qui est de l'ordre de la dépendance. Cette question de la séparation dépend de ce qui nous a été transmis, sur le plan conscient et sur le plan inconscient, à savoir les valeurs, les croyances et la manière dont nos dons ont été révélés. Comme Persée, dans le mythe grec, on hérite d'armes physiques, d'armes psychologiques qui vont nous permettre de nous autonomiser. Et cela détermine nos choix professionnels. Le troisième point de ce triangle de la famille est le climat de confiance. Ce n'est pas seulement la confiance, d'abord la confiance, mais ensuite le climat. On peut distinguer trois types de confiance. Tout d'abord, la confiance qu'on nous a donnée, qui permet d'ancrer ce principe en nous. Ensuite, la manière dont on va expérimenter cette confiance au travers des risques que l'on prend, des frustrations que l'on va rencontrer, ce que l'on va plus ou moins tolérer, et des réussites que l'on a, qui donnera de nous quelqu'un de modeste ou quelqu'un de vantard. La troisième forme de confiance est le jugement. Le jugement de l'extérieur avant tout, qui se porte sur cette expérimentation seconde de la confiance. On sera valorisé, dénigré, et on apportera plus ou moins de crédit aux autres et à leur jugement. Ces trois confiances sont nécessaires et viennent s'établir dans le climat de confiance. Le climat de confiance, c'est l'environnement dans lequel on a grandi. On peut recevoir énormément de valorisation, mais si les parents se disputent en permanence, l'ambiance générale sera délétère et la confiance reçue sera entamée. Le deuxième triangle est celui du sens de la vie. Il se décline en trois points: le choix, le doute et la culpabilité. On pourrait prendre cette image de la métaphore météorologique où le choix serait relatif à la confiance et serait comme un soleil. Le doute serait comme un vent qui va d'une brise légère qui rafraîchit à une tornade, et la culpabilité à une pluie fine ou à une averse. Les trois sont nécessaires, mais varient selon leur intensité. Le choix est d'abord primaire, c'est la distinction et le discernement. L'enfant goûte d'abord le lait, il discerne si ce lait est bon ou mauvais pour lui, et cela forme son premier discernement, son instinct. Le choix est ensuite secondaire, culturel et relatif à l'éducation et aux expériences qui orientent nos choix. L'impasse de ces choix, ce sont les choix réflexes. Comme un enfant battu qui va choisir un conjoint violent qui va le battre à son tour. Ces choix sont mauvais. Et cela est de l'ordre de la répétition que nous verrons après. Le deuxième point est le doute. Il peut y avoir un doute en entreprise dans un cas d'isolement. L'individu a un instinct grégaire, un besoin de cohésion dans le groupe qui lui sert d'ancrage. D'autant plus dans notre société où l'objet est toujours changeant, où l'objet est virtuel. Cet ancrage permet de se rassurer et de trouver une cohérence en soi. Les variables sont ainsi de plus en plus nombreuses et le choix peut devenir arbitraire. Le travail est une source de sécurité, et c'est cela qui nous intéresse, où il faut être stable si l'on veut bien viser, si l'on veut se projeter. Les travers de ces choix se trouvent dans l'éducation de l'enfant. Si tout a été donné à l'enfant, il ne connaît ni manque ni frustration. Il n'aura que des envies fugaces et non des choix véritables. Si toutes les actions de l'enfant sont valorisées,
De même, il n'aura pas de discernement. Si elles sont toutes dénigrées, il se sentira écrasé. Le doute est ainsi multiple. Il y a le choix de le doute dans la réflexion, sur un plan philosophique, qui permet d'apporter un discernement. Le choix peut être également pathologique, dans un cas névrotique, ou une tentative d'adaptation qui peut conduire à un surmenage et au burn-out. Au niveau professionnel, ce conflit peut se traduire entre l'éthique que l'on a soi-même et ce qui nous est demandé de faire. Le troisième point du triangle du sens de la vie est la culpabilité. La culpabilité est avant tout la faute qui met en évidence l'existence de l'autre. Le pervers, lui, n'est pas du tout dans cette question, puisque pour lui, l'autre n'existe pas. Il est seul dans ses choix et lui seul compte. Il peut aussi y avoir des excès de culpabilité, on peut se sentir fautif avant même d'avoir commis quoi que ce soit, et de se mettre dans des situations où on se rendra fautif, où on va se mettre à mal pour avoir une punition et calmer la tension qui est en nous, qui nous pousse à devenir fautif. Et on est fautif avant qu'il se soit passé quoi que ce soit. On se sent toujours accusé, ça peut conduire également à l'inhibition et au perfectionnisme, où on essaye de tout parer, et si jamais quelque chose nous échappe, on s'accuse de nouveau. La culpabilité donne lieu à la loi, qui est un principe psychanalytique assez important, qui crée le sujet manquant, c'est-à-dire le sujet qui n'est pas tout, contrairement au pervers qui se pense être tout, et qui permet le désir, c'est-à-dire cette absence qui permet de se projeter vers l'avenir. Dans le management, la faute peut être également externe et incompréhensible quand un manager reporte sur son équipe une faute qu'il a lui-même commise, il déverse son agressivité. Johanna est une jeune femme qui est directrice adjointe et à qui on propose un poste de directeur. Ce qui la met dans une situation conflictuelle puisqu'elle n'a pas confiance en elle. Quand elle est dans l'ombre de son directeur, tout se passe très bien, mais être en première ligne lui pose problème. Elle a besoin de maîtriser absolument tout, elle organise, elle gère sa vie familiale comme sa vie professionnelle. Devenir directeur reviendrait pour elle à prendre un risque. Or, le risque vient s'opposer pour elle à la maîtrise. Il s'agit de lâcher prise. Elle vient me voir avec cette question, et ce qui émerge est la culpabilité d'avoir malmené son petit frère pendant des années, qui était un peu son bouc émissaire. Ça remonte en elle, elle se sent illégitime et repassée au premier plan, la remet dans cette même position de sœur aînée, ce qui est impossible pour elle. Une fois cette question de l'illégitimité mise en évidence, elle arrive à prendre ce poste de directeur. Une fois qu'on a ces deux piliers, on peut commencer à se mettre en marche avec le premier levier qui est le levier du développement, dont les points principaux sont la répétition, le rôle assigné et la plage choisie, qui conduit à avoir une bonne distance. La répétition se joue dans le traumatisme qu'on a vécu, qui conduit à des conflits intrapsychiques, des conflits névrotiques qu'on ne maîtrise pas, et on va projeter alors sur l'autre ce qu'on n'arrive pas à traiter soi-même. On peut être débordé par ce qui nous arrive, on a souvent l'impression que quelque chose nous échappe, et on se met soi-même dans des situations déplaisantes en se demandant pourquoi on s'y met, et si on avait voulu faire autrement, mieux, ou si ce serait pas pris autrement. La question du traumatisme se traite ainsi. Le traumatisme fonctionne avec un débordement d'énergie, l'énergie venant, un quantum d'énergie, une agression, venant de l'extérieur, vient avec une somme plus importante que celle qu'on est capable d'encaisser. Le même événement ne sera pas vécu de la même manière chez un enfant de 3 ans et chez une personne de 40 ans. Tout dépend donc de nos résistances, de nos
représentation, de la densité de nos chaînes de représentation. Le débordement de l'énergie extérieure qu'on n'arrive pas à assimiler crée ce traumatisme. C'est comme un trou dans le psychisme, et comme le cerveau a besoin de tout comprendre, il va répéter cet événement. Comme il ne comprend pas de quoi il s'agit, il va le répéter sur un certain nombre d'autres événements qui n'ont rien à voir avec l'événement premier, qui nous conduit à des situations qu'on ne comprend pas. La question est donc de trouver quelle est l'origine de ce traumatisme pour pouvoir sortir de la répétition et devenir soi-même. Astrid, par exemple, travaille dans une structure où quelqu'un lui déplaît fortement, elle a l'impression d'être agressée en permanence, d'être accusée, elle se sent persécutée. Comme ça ne va pas, elle change de société en disant que ça se passera mieux ailleurs, et la même situation se répète. Elle trouve encore une personne qui ne va pas, qui lui veut, qui a tout contre elle. Elle vient me voir, parce que je ne sais pas comprendre ça, et elle se souvient alors d'une tante chez qui elle a grandi, qui pour le coup ne l'aimait pas, et quand elle trouve dans sa vie professionnelle une personne qui a les mêmes traits de personnalité que sa tante, elle projette sur cette personne ce qu'elle a vécu antérieurement. Ainsi, elle répète la situation et ne s'en sort pas. C'est en comprenant cette projection qu'elle arrive à en sortir. La question est donc de changer. Comment fait-on pour changer? Le changement est difficile parce qu'on a mis en place, avec la répétition et autre chose, des mécanismes qui nous dépassent et en même temps qui forgent notre personnalité. Quitter ces mécanismes reviendrait à changer de personnalité, ce qui n'est pas chose aisée. Il y a des bénéfices secondaires dans les mécanismes que l'on met en place. Samuel, par exemple, il vient me voir parce qu'il a des tocs, il a besoin de s'arrêter en voiture en permanence pour vérifier qu'il n'a écrasé personne, il a besoin de se laver les mains tout le temps, il a besoin de vérifier que la porte est fermée, d'allumer l'éteindre le gaz. Il vérifie tout ça, mais ça le dépasse. En revanche, dans son milieu professionnel, d'avoir ces tocs lui permet de vérifier absolument tout et d'être le meilleur de son service. Ces bénéfices secondaires sont donc très utiles pour lui. Si on travaille là-dessus, ce qui l'embête, c'est que il dit qu'il sera peut-être moins bon dans son travail, puisqu'il n'aura plus la même appétence à tout vérifier. Le changement consiste à passer du rôle qui nous a été assigné dans notre structure familiale à la place que nous choisissons d'avoir. Depuis notre naissance, les autres ont toujours des attentes à notre égard. Ce qui se rejoue également, par exemple, dans un entretien d'embauche, où on a des attentes à l'égard de l'employeur, où l'employeur a des attentes à notre égard. Il y a une confrontation entre ce qui est imaginé et la réalité. Les autres attendent de nous ce qu'ils imaginent et nous placent d'emblée dans un rôle. Joël, par exemple, est un fils d'immigrés italiens, d'une famille très discrète, et ce qui lui a été inculqué est de ne pas déranger. Du coup, il se met toujours à l'écart, il se trouve une idée, et lorsqu'il va davantage vers les autres, lorsqu'il ose quelque chose, il a le sentiment de trahir sa famille, de trahir ses valeurs, et il trouve une grande culpabilité qui le ramène en arrière. Guillaume, lui, a un père qui est parti de rien, qui est devenu haut fonctionnaire et qui a des attentes particulières pour son fils. Guillaume, lui, a un attrait particulier pour l'argent. Travailler dans le public ne l'intéresse pas du tout et il compte travailler plutôt dans le privé, ce qui déplaît fortement à son père. Son père projette également sur lui certaines attentes. Son père a fait de la compétition de natation, il a dû arrêter et il souhaite que son fils aille au-delà des limites que lui a rencontrées. Mais alors, le fils ne se trouve que dans le désir de son père. Et il lui est très difficile d'en sortir. Il y arrive quand même, il travaille dans le privé, il fait des études qui correspondent initialement à ce que son père attendait de lui, mais lorsqu'il arrive au poste attendu, dans un cabinet de conseil, tout va bien, il gagne plein d'argent, à chaque fois qu'il prend une décision, il a cette phrase qui vient en lui qui est « casse tout ». Comme si
Son père revenait dans son esprit, abîmer les décisions qu'il prenait et qu'il restait lui-même dans le désir de son père. En travaillant sur les triangles de la famille et du sens de la vie, il a pu en sortir. Le père qui lui restait focalisé sur ses points de vue n'a pas pu restaurer un lien avec son père. En revanche, sur le plan professionnel, il a pu se développer et sur le plan social, où il était assimilé, il a pu s'ouvrir également. La place que nous choisissons est donc un défi que l'on se porte à soi-même, un risque que l'on prend, qu'il faut pouvoir assumer. Sans cela, ça entraîne des conflits intrapsychiques. Ce qui permet d'en sortir est la capacité de séparation qui est dans le triangle de la famille. Paul, par exemple, a toujours été bon élève. Il a vu un jour son frère, qui était très mauvais élève, se retrouver dans le bureau de la directrice. Ses parents étaient professeurs dans ce même établissement, et ses parents ont eu honte d'avoir un fils très mauvais élève. Paul, voyant cela, se dit « il m'est impossible de me retrouver dans la même situation et de faire honte à mes parents ». Il s'est mis donc dans un rôle, il a continué comme ça, avec cette difficulté de quitter ce rôle qui s'était pour le coup lui-même assigné pour obtenir une place qu'il choisissait. Le rôle peut être d'être le clown, d'être séducteur, d'être bon élève. C'est un alliage entre ce que les parents attendent de nous et ce qu'on imagine que les parents attendent de nous. Cela se rejoue évidemment en entreprise. Si l'on cherche toujours la reconnaissance, si l'on n'est pas dans la projection de soi, mais dans l'attente de l'autre, alors on ne peut pas quitter ce rôle pour passer dans une place. L'homme a besoin d'exister, et parfois il préfère supporter une souffrance et rester dans ce rôle. Seulement, s'il y reste, ce n'est pas vraiment un choix, mais davantage une peur de prendre un risque. Ce qui découle de tout ça est la distance que l'on va mettre en place avec notre entourage. En entreprise, on peut distinguer 3 types de managers qui, eux, vont mettre une distance différente avec leur équipe. Il y a le manager qui est proche, qui est dans l'écoute, qui répond rapidement aux attentes de son équipe, qui est réactif. Le deuxième manager, lui, cherche des missions, il projette son équipe, il est plutôt dans la stratégie, moins proche de l'équipe. Et un troisième qui est encore moins proche de son équipe, qui est politique, qui est dans des réseaux, mais qui permet par un autre biais de faire avancer son équipe. Selon la manière dont on envisage la distance avec l'autre, cela fera plus ou moins écho avec tel type de manager. C'est donc moins telle personnalité, tel patron qui sera mauvais ou bon, mais davantage une alliance de ce que l'on attend et de ce que l'on reçoit en fonction de ce que l'on a en face de nous. Le deuxième pilier qui vient sur les triangles, c'est la volonté. La volonté vient quand on a quitté le rôle pour trouver sa place, quand on choisit de ne plus subir. La volonté a partie liée avec le désir. Il faut distinguer les deux, et les deux vont de pair. Le désir est plus en lien avec le but, la volonté davantage avec le chemin qui est à parcourir. Le désir est fondamental, c'est le plus ancien des désirs. Il naît avec nos rêves d'enfance. Il permet de se projeter dans l'avenir et de passer sur la partie droite du tableau. Ce qui empêche le désir, c'est le dénigrement de soi qui bloque la capacité d'action, puisque à droite du tableau, on est dans l'action, à gauche, on est davantage dans la passivité et dans l'attente. On pourrait dire que dans le management, que le désir est davantage du côté fonctionnel et que la volonté du côté opérationnel. Le désir satisfait rétablit un équilibre des tensions. La volonté, elle,
est celle qui induit le changement par une responsabilisation de choix et permet de s'engager dans le risque. La volonté est liée à la liberté. Pour beaucoup de philosophes, la volonté et la liberté, c'est la même chose. Ce qui bloque la volonté, c'est la culpabilité, la peur, l'inhibition et le manque de confiance. Le désir, il y a un désir particulier qui est à mettre en évidence, qui est le désir de l'autre, dans lequel on essaye de se mettre en lien avec le rôle assigné, qui maintient l'individu dans la dépendance. Si l'on reste dans la dépendance, on est dans l'espoir de la reconnaissance de l'autre, on va essayer de tout bien faire pour que le patron soit content de nous, mais on peut s'épuiser. Ça peut nous conduire au burn-out. Le burn-out est le désir déçu qui n'est plus soutenu par une volonté parce que la volonté s'épuise. Désir et volonté doivent donc être en corrélation pour que ça fonctionne. Chez le mythomane, par exemple, le désir est beaucoup plus fort que la volonté et du coup devient la réalité. Alors que si la volonté reste dans la réalité, le désir peut aboutir et on est droit dans ses bottes et tout à fait honnête dans la relation avec l'autre. La vie est constituée du désir et de la volonté. On pourrait dire également de la foi qui correspond au désir et de la libido. Et ça peut rejoindre ce qu'on verra plus tard, à savoir l'autoconservation, qui est du côté du narcissisme, et la conservation de l'espèce, qui est plus une projection dans l'avenir. La volonté est perturbée par les traumatismes, où, je rappelle, les ressources développées par l'extérieur sont plus importantes que celles qu'on est capable d'encaisser. La volonté est mise à terre dans les traumatismes et donne un sentiment d'impuissance. Il y a un vide qui existe entre ce qu'on aurait dû avoir comme ressources, idéalement, et les ressources qu'on a seulement été capable de déployer. Ce vide, c'est le trauma, c'est-à-dire le trauma. Il faut pouvoir se représenter ce trou, créer une nouvelle représentation pour pallier le traumatisme et pouvoir se projeter dans l'avenir. Il y a certains types de management qui vont utiliser le traumatisme, qui vont utiliser ces points de désir et de volonté. Si l'on amène son collaborateur à croire, même si c'est une réalité, qu'il va avoir une promotion, qu'il va avoir un bonus, il va développer sa volonté puisqu'il y a un désir au bout du compte. Cette volonté est donc un levier de management qui peut être bénéfique puisque ça développe les résistances et les performances des collaborateurs, mais à condition de prendre en compte la résistance initiale du collaborateur parce que sinon ça le casse et il arrive à un burn-out ou à une dépression. La dépendance s'articule avec la volonté. Dans le perfectionnisme, par exemple, ou le workaholisme, la volonté et la dépendance sont amalgamées. On pense qu'on a besoin de travailler pour aboutir à ce que l'on veut, mais on est en fait dans une dépendance puisqu'on attend une reconnaissance et on reste dans le rôle assigné. Il faut donc discerner les désirs de chacun, la volonté et le désir, la volonté et la dépendance. On peut prendre deux cas, celui de Caroline et celui de Sophie. Caroline trouve que son manager est pervers et elle vient me voir en me demandant si elle doit quitter sa structure. En parlant, elle en arrive à me dire qu'elle est en train de perdre une personne proche, malade, et qu'elle est en même temps en train de se séparer de son compagnon. Ça, elle ne l'avait pas du tout vu. Autrement dit, ses résistances sont mises à mal au moment où son manager lui met un peu plus de pression que d'habitude.
Le fait de discerner ces différentes variables de sa vie lui permet de distinguer les armes qu'elle a en ressources, de mettre en évidence la passivité dans laquelle elle se trouve elle-même et de reprendre pas pour être active. Une fois qu'elle a pu élaborer ce que ces différentes ruptures provoquaient dans sa vie, elle a pu mettre à part cette question avec son manager et reprendre une part active dans son travail. Le manager mettait certes de la pression, mais elle ne l'a plus vu comme un pervers et elle a pu rester dans sa structure. Sophie, elle, se trouve dans une situation différente. Elle prend un nouveau poste, son travail est de refondre le service qu'on lui donne, de modifier toute l'organisation, de modifier les objectifs de l'équipe, mais l'équipe n'est pas du tout réceptive et la considère comme illégitime. Même si elle est soutenue par son patron, l'équipe, elle, la met à mal et l'ignore parfois tout simplement. En discutant là aussi de sa vie, elle en arrive à dire que son frère avait beaucoup plus d'égards qu'elle a connu des difficultés dans sa vie qui, à son sens, n'étaient pas reconnues par ses parents, et qu'elle a un sentiment d'illégitimité. Elle n'a jamais parlé à ses parents de ça, elle en parle à ses parents, elle remet les choses un petit peu au clair avec eux, ça la rassure, et finalement, dans son travail, cette question-là n'avait pas d'impact, mais c'était bien pour l'équipe qui n'était pas du tout réceptive et il n'y avait aucun avenir dans cette société, et elle est amenée à changer de société. La volonté permet donc de projeter son désir. Et pour cela, il convient de connaître son environnement et de se connaître soi-même. Pour se connaître, c'est sur le schéma un peu ce qu'on a dans le ventre, c'est pour ça que j'ai mis ça au niveau de l'abdomen. Ce sont les besoins, les risques que l'on est capable de prendre et les mécanismes de défense qu'on a mis en place. Les besoins sont d'abord primaires. J'en prends deux exemples, il y en a plus qui sont développés dans le livre. Le premier besoin est celui de protection, où on a besoin d'un tiers qui rempart, et si l'on n'a pas ce tiers, eh bien, on se sent isolé et on est dans l'effondrement. Le deuxième besoin primaire est celui de domination, où l'on a besoin de garder le pouvoir pour s'assurer de notre propre existence. Ça a pu se fonder dans une rivalité fraternelle, par exemple. Les besoins secondaires sont le besoin de punition. Si on a grandi dans un climat violent, on peut avoir besoin de se retrouver dans un environnement violent, comme l'enfant battu. Et là, dans les relations managériales, il importe de discerner le harcèlement qui va avoir lieu entre une personnalité dominante et une personnalité stable, où le dominant a besoin d'écraser, et effectivement peut-être une personnalité mauvaise, et une personnalité bienveillante avec une personne qui va être, disons, punitive, qui aura un besoin de punition. Pour celui qui a besoin de punition, la bienveillance n'existe pas. Elle peut être même considérée comme une forme de séduction. Donc le bienveillant est tout à fait à sa place, mais l'autre va chercher des moyens d'être puni pour calmer une tension qui est en lui. Là, il n'y a pas de harcèlement. C'est une subtilité qui, dans un tel cas, est importante d'élaborer. Un autre besoin secondaire est celui d'échec. Par exemple, chez Shakespeare, dans l'énigme de Macbeth, une fois qu'elle arrive au pouvoir, alors qu'elle a tout fait pour accéder au pouvoir, un peu comme notre patiente Mylène, la culpabilité de ce qu'elle a fait pour arriver au pouvoir l'envahit et l'empêche de savourer sa victoire. Un autre besoin secondaire est celui de contenance, où ce qui prime est la contenance que l'on se donne,
on va bien tout faire dans les règles, on va appliquer des règles sans vraiment s'adapter à l'environnement et sans innover non plus. Là, on est vraiment dans le rôle. Le dernier besoin secondaire, évoqué ici, est celui de reconnaissance, qui est le besoin qui est le plus fréquemment trouvé dans les relations managériales, qui est du côté gauche du tableau. Le besoin de reconnaissance consiste à se mettre dans une position inférieure, une position de soumission, pour avoir les bénéfices d'une reconnaissance de la part de celui que l'on va placer à une position supérieure. Mais la Boétie, ça rejoint un petit peu ça, Étienne de la Boétie, dans son discours de la servitude volontaire, nous dit « Le tyran n'a de pouvoir que celui qu'on lui octroie ». Si on lui enlève le pouvoir, il n'y a plus de tyran. Ces besoins primaires et secondaires vont nous donner les capacités de prendre des risques. Le risque est la mise en perspective de soi. Si l'on prend l'exemple d'un rachat d'une entreprise, une entreprise a besoin d'évoluer, une entreprise d'une certaine taille doit racheter des entreprises. Si elle ne fait rien, elle peut ne pas évoluer, il y a un danger. Si elle s'empresse dans ce rachat d'entreprise, d'une autre entreprise, elle n'évalue pas assez les risques et elle se met également à mal. Donc le danger se trouve dans les deux cas. Dans l'autoconservation, on ne bouge pas, et dans la conservation de ce qui existe déjà, mais si c'est dans l'empressement, ça ne fonctionne pas. Les risques vont dépendre également des credos que l'on a reçus des parents. Les credos qui existent aussi en entreprise. Les credos peuvent être, par exemple, quand on veut, on peut, qui met à part la notion d'inconscient. Il faut se battre pour tout, qui peut être un credo un peu pessimiste, ou on doit toujours essayer, qui est un peu plus objectif et qui met en avant. Ces credos, si chacun y réfléchit, ça laisse une trace et il importe de les expliquer. Ce qui est dit n'est pas évident. Ce qui est dit n'est pas entendu comme avec les mêmes représentations pour celui qui reçoit l'information que pour celui qui émet l'information. À travers ces credos, ça existe. En entreprise, les directives managériales ont besoin souvent d'être davantage expliquées pour trouver une représentation commune. L'entreprise doit travailler là-dessus, ainsi que sur la confiance, qui doit s'installer avec un champ de représentation commun, la croyance, la confiance et le sentiment d'appartenance. Tout ça pour former un corps. Les risques dépendent également de soi, du lien affectif, des injonctions parentales à travers les credos et de nos idéologies. Les idéologies, ça peut être comme pour Joël qui a le sentiment de trahir ses parents s'il va trop vers l'extérieur, où il faut toujours rester en retrait. Après, ça peut s'ancrer dans des voies plus prononcées, politiques, écologiques, syndicalistes, et ça devient une idéologie. Tout est mis là-dessus, l'identité est mise là-dessus, mais finalement, ça peut nous éloigner de nous et d'une forme de réalité. Le dernier point dans ce risque est la jouissance. Il peut y avoir des risques qui sont pris de manière inconsidérée, où on se met en danger. On dira qu'il s'agit de borderline, le terme initialement psychanalytique, mais assez à la mode dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire la prise de risque dans un lien affectif qui n'est pas pris en compte, la mise en acte de soi dans ce qui n'est pas élaboré initialement. On va agir ce que l'on n'arrive pas à penser. C'est la jouissance. Ça rejoint un petit peu l'adrénaline. Dans une entreprise, il faut bien discerner ceux qui vont être du côté du risque jouissance de ceux qui vont être du côté du risque visionnaire. Le risque jouissance a une part d'adrénaline, ce sont des personnalités sanguines. Dans une entreprise financière, par exemple,
Ça peut être les traders qui vont travailler énormément, qui ont une forte capacité, des compétences, mais qui vont prendre beaucoup de risques. Le risqueur visionnaire, il vaut mieux que ce soit le patron de ces traders qui va savoir mesurer et limiter ces risqueurs jouisseurs pour les amener dans une direction plus structurée. Ainsi, dans les ressources humaines, dans les directions, il faut bien savoir à qui on a affaire pour pouvoir positionner au mieux les personnalités, qu'elles rendent tout leur potentiel sans débordement. Pour un risque efficace, l'entreprise doit donc mesurer la capacité de secondariser ces risques, c'est-à-dire que chacun puisse supprimer cette jouissance pour sortir de l'adrénaline et être à un niveau un petit peu supérieur, que certains arrêtent de chercher à se prouver quelque chose ou à prouver quelque chose à l'autre, qui revient au rôle qui est assigné. Les mécanismes de défense que je vais juste nommer sont le contrôle, les mécanismes de défense émotionnelle, l'évitement du conflit et tout ce qui se passe dans le non-verbal. Il faut ensuite connaître ses capacités et ses limites. Je l'ai mis au niveau du cou, puisque c'est ce qui reste en travers de la gorge. Si on connaît ses capacités et ses limites, on sait jusqu'où on peut aller, on connaît son potentiel et on ne va pas chercher à aller plus loin, parce qu'aller plus loin serait retourner dans le désir de l'autre, lui prouver quelque chose et sortir de nos compétences. On peut augmenter ses compétences, mais progressivement. Sinon, on est débordé, peut-être également dans la répétition, et sortir de soi. Cette question des capacités et des limites est liée au traumatisme, puisque on a tous une digue, on peut appeler la digue émotionnelle, qui permet de supporter certaines choses et d'être débordé parfois par d'autres. Une personne qui va intellectualiser beaucoup, quelqu'un qui raisonne avec beaucoup de froideur, ce qu'on peut retrouver chez le pervers par exemple, va avoir une digue extrêmement haute. Il n'a pas beaucoup de sensibilité, il va être dans le jeu, ça peut être quelqu'un de très drôle, de très sympathique, mais ce sera du jeu qui ne renvoie pas à sa personnalité profonde. Sa digue est très haute et il n'est pas ou peu sensible à ce qui se passe chez l'autre. Chez lui, dans son actualité, il y a peu de traumatisme. Il peut y en avoir eu avant, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. En revanche, quelqu'un qui va être débordé rapidement, qui pleure souvent, qui va être très sensible, a une digue émotionnelle basse. Cette digue, on peut la voir de manière réelle, si on imagine une digue en Hollande. Si la digue est basse, on peut avoir un panorama très large, très beau, avoir une grande sensibilité, mais on peut être débordé facilement par la mer, par le père. Et si la digue est haute, à ce moment-là, on est tranquille, on n'est jamais débordé, on a le contrôle absolument sur tout, mais la sensibilité est quelque chose d'extérieur à nous. En fonction de cette digue, on va supporter plus ou moins la colère et les agressions. Les agressions sont avant tout une forme de défense, comme le chien qui aboie parce qu'il a peur. Elle peut passer par l'exclusion de l'autre, quand il y a un bouc émissaire dans une équipe qu'on a mis au placard. Elle peut passer par une décharge, par un patron impulsif qui va passer ses nerfs sur nous. Et elle peut passer dans la manipulation de manière plus sournoise, plus fourbe. Au bout d'un moment, on se dit, mais la situation que je suis en train de vivre n'est pas du tout normale, et alors on se rend compte de tout le chemin qui a été parcouru, de toute la manipulation que quelqu'un a eue sur nous. Prenons le cas de Georges, qui a toujours été agressé par son père. Georges vivait avec son père, qui était remarié, avait peu de sensibilité pour sa belle-mère, qui n'aimait pas sa belle-mère ne l'aimait pas non plus, mais le père de Georges en voulait non à sa femme,
mais à son fils qui n'avait pas assez d'égard pour cette femme. Georges a pourtant fait tout ce qu'il fallait pour plaire à son père, mais ça n'était jamais suffisamment bien. Il s'est donc mis dans une position systématique de soumission et s'octroyait un stress assez intense. Dans sa vie professionnelle, s'il a un patron bienveillant, tout se passe bien, parce qu'il a des retours et une reconnaissance qui lui vient. En revanche, s'il a un patron qui est soit tyrannique, soit indifférent à ce qu'il fait, soit qui ne donne pas assez de feedback, alors ils se sont agressés. Il n'y a pas forcément d'agression par le patron, mais lui le ressent s'il n'a pas sa dose de reconnaissance. Un peu comme un besoin réellement physique. Aussi faut-il considérer ce qui se passe du côté de l'émetteur et du côté du récepteur. Donc quand on a deux protagonistes, on en a en fait quatre. Il y a l'émission, la réception, la perception de la réception et la perception de l'émission. La colère, là, vient de l'autre, mais ça peut être également une colère qui est en nous, qui tourne en boucle quand on est de l'autre côté et qui a besoin de se décharger. Elle peut se décharger sur l'autre, elle peut se décharger en nous également. Dans une réunion, quelqu'un qui serait inhibé, qui n'oserait pas parler de sa bonne idée qu'il a eue lors de la réunion, peut se faire voler son idée par un autre qui aura la même idée, l'autre va parler, et alors il y aura une décharge d'agressivité non dite sur cet autre, qui est simplement la même idée, qui n'a rien de plus. Le manager doit donc être vigilant à cette agressivité qui est soit dite, soit continue, qu'elle puisse au moins lui être exprimée, pour qu'elle sorte, pour que le langage puisse avoir sa fonction de purge, pour pouvoir passer à autre chose. L'agressivité abaisse notre digue émotionnelle. Or, en entreprise, cette digue a besoin d'être quand même assez élevée pour pouvoir supporter tout ce qui s'y joue. Pour finir, on va aborder les deux derniers points qui sont l'équilibre du rapport à soi et l'équilibre du rapport à l'autre. L'équilibre du rapport à soi, c'est le masochisme. Celui du rapport à l'autre, c'est le narcissisme. Le masochisme est quelque chose qui n'est pas très valorisé. Or, c'est quelque chose de très présent. On le voit à travers l'agression portée à soi-même, on le voit à travers le processus de répétition qui nous met dans des situations déplaisantes que l'on n'aurait pas souhaitées, à travers l'échec devant le succès, ou encore le rôle dans lequel nous restons. Le masochisme a avant tout une fonction support. Le masochisme est avant tout vital, parce que quand on se met dans une perspective dans l'avenir, avec un désir vers lequel on veut tendre, que l'on met une volonté en place, on doit supporter un manque. Et ce qui permet de supporter ce manque, c'est le masochisme vital. Ça permet de supporter l'effort, ça permet de supporter le manque, si on doit partir en voyage et quitter ceux qu'on aime, la perspective de savoir qu'on va les retrouver permet de supporter. Il y a une forme de masochisme ici. Ça donne donc une forme de résistance quand il s'agit de combattre une maladie, quand il s'agit d'être plus fort que la douleur. On a besoin de ce masochisme pour nous aider, d'y apporter une dose de douleur, cette douleur étant soutenue par le désir qui est en perspective. Le masochisme est également mortifère, et c'est sur ce point qu'on le voit de manière générale. Prenons le cas de Simone. Simone, c'est Madame S dans le livre, est une forte personnalité, un petit peu caractérielle,
qui a toujours de très bonnes idées, qui se met en avant et qui fait avancer son équipe. Seulement, Simone a parfois des moments de faiblesse, elle est angoissée, submergée par son angoisse, et dans ces moments-là, il est incapable de supporter que d'autres aient de bonnes idées. Donc, comme elle se sent inopérante, elle va faire en sorte que les autres soient également inopérants. Et elle va développer un sadisme. Ce sadisme est de l'ordre du masochisme mortifère. Le masochisme mortifère est lié à la souffrance. La souffrance est nécessaire puisqu'elle permet de nous séparer et de rendre acceptable le manque. On a une triade, plaisir, souffrance, dépendance. Pour les entrepreneurs qui ont du mal à assumer leur réussite, qui vont vendre leur entreprise une fois qu'ils ont atteint un niveau suffisant pour en créer une autre et qui ne profitent pas de tout le bénéfice qu'ils ont eu de leur travail une fois cette société créée, vont être dans cette triade. Il y a un plaisir d'avoir monté cette société, une souffrance dans laquelle ils se trouvent puisqu'ils n'arrivent pas à profiter des bienfaits de l'entreprise, et une dépendance puisqu'ils sont mus par leur processus de répétition. D'une culpabilité morale à profiter de cette pérennité de l'entreprise. La dépendance dans laquelle beaucoup de personnes se mettent, qui préfèrent rester dans ce rôle qui nous est assigné, cette dépendance évite des problèmes, puisque ça nous empêche, ça nous évite de penser, ça nous évite de prendre des risques. Le problème est que l'on risque, pour le coup, de passer à côté de soi. La dépendance existe dans la procrastination, où l'on sait que la dose de travail que l'on va remettre à plus tard n'est pas éliminée, mais on choisit quand même cette souffrance en s'éloignant du rapport au temps, le rapport au temps étant à droite. Si par exemple on est en train de travailler sur un dossier, on avance bien sur son dossier, tout se passe bien, et notre patron vient nous voir sur un autre dossier qui selon lui a été mal fait, il va nous accuser, il va nous accabler. En fonction de notre capacité, de notre masochisme, de notre rapport entre le masochisme vital et le masochisme mortifère, on va être capable soit de supporter les réprimandes du patron, de les circonscrire, de les remettre à plus tard et de maintenir la tension positive qui est en nous dans le dossier qu'on est en train de traiter, soit on se laisse accabler par les réprimandes du patron et toute la tension positive que l'on est en train de développer va se transformer en énergie négative. Ce dosage du masochisme nous permet donc de supporter plus ou moins la souffrance, le manque et la tension qui est en nous. On peut distinguer deux types de personnalités dans ce rapport au masochisme que l'on trouve en entreprise et qu'il importe là aussi de distinguer pour pouvoir les placer dans un travail qui leur convient. C'est d'une part le turbulent, d'autre part l'enfant sage. Le turbulent est celui qui va mener une vie rythmée à ses parents, qui s'agite tout le temps, celui qui va faire des bêtises à l'époque, qui va faire en sorte que son père soit convoqué par le directeur. Il est plein d'élan, il a plein de bagou, c'est l'entrepreneur, mais le problème c'est qu'il est pris par ses impulsions, il est victime de ses impulsions, et il peut, dans cet élan, s'il est en désaccord avec son patron, claquer la porte et se retrouver dans une situation difficile. L'enfant sage, quant à lui, est toujours d'accord,
il est vigilant, il est attentif aux désirs de l'autre et devance les désirs de l'autre pour que l'autre soit encore plus satisfait de lui, mais il est dans la retenue. C'est une personne de confiance, mais ce qu'il développe, c'est surtout par peur de perdre le lien affectif avec l'autre. Lui ne va certainement pas claquer la porte s'il est en désaccord avec son patron, mais il va claquer la porte de son esprit parce qu'il est incapable, en tout cas peu, de se positionner face à l'autre dans un désaccord. Donc, il n'est pas victime de ses impulsions, mais il est dans la répression de ses pulsions. Le turbulent, dans le rapport hiérarchique, se sentira enfermé par un patron sage, qui ne lui laissera pas toute la place pour ses élans, et un sage se sentira harcelé par un patron turbulent, qui sera toujours par nous et par vous, et qui lui en demandera toujours plus. Le dernier point est le narcissisme. Le narcissisme est la capacité d'établir un rapport à l'autre. Chaque événement de notre vie provoque un investissement de l'extérieur et de l'intérieur. Le narcissique, le grand narcissique, lui investit bien davantage l'intérieur que l'extérieur. L'équilibre du narcissisme se fait dans un équilibre de l'investissement de soi et de l'autre et de l'environnement. Le narcissisme, le grand narcissique, est épuisant parce qu'il est comme un aimant. Il attire à lui toute l'énergie des autres. Et parfois, si on se sent épuisé par quelqu'un, bon, c'est qu'a priori cet autre est un narcissique. Or, dans le management, le but est d'établir une communication avec l'autre. Avec un narcissique, c'est assez difficile. Il faut pouvoir établir si la communication est informative, émotionnelle, dans le plaisir ou autre, mais de savoir avec quel canal de communication on communique avec lui. Il y a un biais de la part du cerveau qui est qu'on aurait tendance à vouloir deviner ce que peut penser l'autre. Dans la mesure du possible, il faut éliminer cette tendance qui rapproche de l'imaginaire et qui éloigne de la réalité. Si on a envie de deviner l'autre, ce que pense l'autre, si on sait deviner si l'imaginaire prend le pas, c'est qu'on est pris soi-même par notre propre narcissisme. Il convient donc un temps de renoncer à notre narcissisme pour écouter l'autre. On pourrait dire que l'écoute va à l'encontre du narcissisme. Le narcissisme est une faille qui pousse à vouloir exister davantage. Elle peut être due à un traumatisme, elle est également l'héritage, cette faille, des paradoxes des parents et de leur constat d'échec. Cela peut conduire à une position de soumission, car si on peut exister, c'est qu'on a de toute façon une part de narcissisme. Et si on n'a plus de narcissisme, alors on est complètement à terre, comme dans le traumatisme qui nous terrasse, comme ça peut se voir dans les traumatismes de guerre, par exemple, dans les burn-out aussi. Donc il est préférable pour certains de maintenir cette position de soumission, de choisir une position de victime, parce que ça nous permet de maintenir un minimum de narcissisme. On ne subit pas une position de victime dans laquelle l'autre nous mettrait, mais on choisit nous-mêmes notre position de victime, ce qui permet à minima de la circonscrire. Dans le management, un patron peut se cantonner à sa place, disons dans un management, dans une hiérarchie avec des strates, un manager peut rester à sa place, surtout ne pas y bouger, et faire en sorte que son équipe ne bouge pas non plus. Elle se sclérose alors et se déprime. Ce lien hiérarchique doit évoluer au même titre que chaque individu passe de génération en génération. On est enfant, parent, grands-parents, etc.
passe d'une génération à l'autre. En entreprise, c'est pareil. S'il n'y a pas d'évolution, il y a une sclérose, il y a une déprime, et ça va à l'encontre du processus humain. Le grand narcissique n'a pas besoin des autres. Il se suffit à lui-même. Il aurait besoin un tout petit peu des autres pour lui renvoyer le regard qu'il aimerait bien se porter. Il va chercher uniquement un miroir dans le regard des autres. Et c'est ce qui lui importe, parce qu'il n'accorde pas d'importance à l'autre, sinon ça voudrait dire qu'il n'est plus tout puissant. Or, il a besoin de cette toute puissance. Pour essayer chacun de sortir de cette place, parce qu'il peut y avoir une tendance à aller vers ça par moment où on se trouve important, où on est fier de ce qu'on a fait, on peut être fier, c'est très bien, ça renforce un narcissisme positif, mais si ça déborde, ça peut devenir gênant parce qu'on exclut l'autre. Il faut déterminer les ancrages de l'estime de soi. J'en ai mis 5 en évidence. 5 ancrages où il faut déterminer en premier lieu le rapport qui existe entre son idéal et soi-même. Si ce rapport est atteignable, c'est bien. S'il ne l'est pas, ça peut poser des problèmes. Pour le grand narcissique, l'idéal est confondu avec la réalité puisqu'il vit lui-même dans un idéal. Le deuxième ancrage est ce qui a été intériorisé, ce que l'on plaque sans y réfléchir, en ayant du mal à se décoller de ce qui a été inculqué. Là, on est dans le rôle qui nous a été assigné. Pour le grand narcissique, la projection et le phénomène de double occupent toute la place. Le troisième ancrage est la dépendance, notre propre dépendance qui a été évaluée. Le quatrième ancrage, ce sont les besoins physiologiques, c'est-à-dire que, outre le sommeil, la faim qui peut nous conduire à être fatigués, grognons et à agir différemment de notre propre personnalité, il y a dans ces besoins physiologiques le regard que l'on se porte à soi-même. Et quelqu'un qui serait... le regard qu'on porte à un handicapé, par exemple, va dépendre du regard que lui-même se porte. Et on voit bien dans la manière dont quelqu'un vit un handicap, ça induira un rapport différent avec lui. Là, on est dans le besoin physiologique. Et le dernier ancrage, ce sont les valorisations que l'on a reçues et que l'on se donne par la suite à soi-même, les valorisations sentimentales, sociales et intellectuelles. Dans le management, l'investissement agressif diminue l'estime de soi. Là encore, ça peut être un travers du management, où l'on peut créer un delta entre ce qu'un collaborateur va fournir et ce qu'on attend de lui. S'il travaille toujours plus, si l'on alimente sa volonté pour qu'il soit toujours dans un désir supplémentaire, si l'on frustre son désir, il sera toujours à vouloir donner plus. Sauf là encore, s'il a une fragilité, ça touche une fragilité et qu'il en vient à s'effondrer. Mais l'investissement agressif est néanmoins un levier. Le manager peut frustrer un collaborateur qui va être agacé, mais qui peut se culpabiliser d'avoir été agacé contre son manager et va développer une agressivité contre lui. Cette agressivité est un levier de performance. Ça peut être dans une visée commerciale entendue comme la ténacité, comme l'entrepreneuriat. Tous les moteurs qui nécessitent une agressivité sont de ce registre-là. Le narcissisme peut être encore vu de deux manières différentes, soit de manière flagrante chez celui qui a une rage d'exister, qui veut toujours plus, qui est toujours à la conquête, qui a besoin de se rassurer, qui va projeter sur l'autre, mais ça va être très visible. Là, on repère de loin. Un autre, qui est un peu plus sournois, qui se pense tout à fait altruiste, qui conseille très gentiment
mais qui va finir par être un petit peu envahissant. Celui-là est dans un narcissisme où il a peur de ne pas exister, et en étant dans ce rôle de conseil pour l'autre, il va mettre en place quand même son narcissisme. Et le mettre à l'écart est quelque chose de très douloureux pour lui, et c'est dans ce moment-là que l'on se rend compte que c'est un narcissique. Quand on a affaire, ce sera le dernier point, quand on a affaire à un narcissique, on peut être enthousiasmé parce que l'énergie qu'il déploie donne envie d'aller avec lui. C'est le leader, c'est l'entrepreneur, comme on l'a dit. Certains sont plus bienveillants que le tableau que j'en fais quand même. Mais il donne envie de déplacer des montagnes et on a envie de le suivre. Seulement, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu épuisant. Les failles qu'il a vont être comblées par le dynamisme qu'il déploie. Tout ce qu'il met en avant va servir pour lui à combler ce qu'il veut ne surtout pas voir. Quand on a affaire à quelqu'un qui va être plus de l'ordre de la perversion, il y a certains points qui sont à mettre en place pour pouvoir se protéger. Avant tout, il s'agit de faire de l'objet, puisque le narcissique tient avant tout à avoir, on est totalement utilitaire pour lui, voire pas grand-chose si ce n'est pour lui renvoyer sa propre image, donc il convient de faire de l'objet, c'est-à-dire créer une distance entre lui et nous. Faire des rapports, des rétro-plannings, des plannings, s'inscrire dans le temps, puisque lui va tenter toujours de nous renvoyer de l'autre côté, à gauche du tableau. Donc, de se placer dans le temps, de prévoir s'il y a des confusions qui s'installent, des éléments qui sont interprétables, surtout de s'assurer de ce qui a été dit, de l'écrire, pour qu'il ne puisse pas jouer dessus, puisque c'est sur la confusion qu'il va miser pour pouvoir utiliser l'autre. Les moments agressifs qu'il peut avoir sont à nommer en tant que tels, et c'est d'autant plus important que les émotions qui l'animent à l'intérieur vont être confondues avec celles qui viennent de l'extérieur. Le fait de les nommer permet de savoir, de lui montrer, de dire ce qui vient de lui et ce qui vient de l'autre. Parce que sinon, ses propres émotions, ses propres débordements seront utilisés par lui-même comme étant les nôtres. Cette confusion est un levier pour lui. Tout ça permet de ramener de l'objet, c'est-à-dire de la neutralité. Et le dernier point qui permet de voir qu'on a affaire à un pervers est la rupture, qui sera violente, qui sera incompréhensible, qui sera comme un éclair dans un ciel bleu. Une fois que l'autre est utilisé, une fois qu'il est épuisé et qu'il ne sait plus, la rupture arrive, mais on n'est pas au courant. Lui seul le sait. Du coup, ça crée un malaise. Tout cela nous conduit à de pouvoir identifier tout ça chez soi, chez l'autre, dans la relation, dans ses équipes et en entreprise, permet d'avoir une vision plus claire de soi, d'accepter de renoncer à certaines choses et de pouvoir avancer en confiance. Et on en arrive à la tête de cet être en changement. Merci de votre attention. Si vous avez des questions.